Bonsoir, merci d'être venu. Merci toujours la générosité de la Générale qui nous accueille ici, qui est un lieu de production, d'expérimentation, de diffusion, à la fois artistique, politique, sociale et donc intellectuelle. Nous allons aborder, Mehdi va aborder le 5e épisode de son séminaire, donc qui consiste d'une certaine façon chaque mois, chaque deuxième dimanche du mois, à éclairer un de ces concepts dont on comprend peu à peu que tous ces concepts sont constellés et qu'on ne peut pas évoquer un concept sans évoquer tous les autres. Je vous rappelle que les captations vidéo du séminaire sont en ligne sur YouTube. Il y a déjà les 3 premières, donc qui étaient le nihilisme, l'ironie, mimésis. La 4e sur appropriation ne va pas tarder, je crois. Et donc voici. Donc Mehdi va parler une grosseur, je crois. Et après, je vous invite fermement à poser toutes les questions que vous avez envie de poser, de façon à ce que la conversation s'installe et que la réflexion se prolonge. Et ensuite, nous pourrons continuer la discussion autour d'un verre. Voilà. Je laisse la parole à Mehdi. Bonjour, merci d'être venu malgré ce temps pourri. Alors comme vous voyez, on a improvisé un petit peu, il y a une troupe de théâtre, donc on a décidé d'emprunter, c'est pas moi qui ai pris la décision, mais je m'y suis prêté. J'espère que ça ne me portera pas trop malheur, ça fait un peu concert de death metal. Mais le hasard fait bien les choses, donc je vais plutôt le prendre avec humour, et je comptais en plus, vous allez voir, vous parler de death metal. Donc voilà, ça va être une conférence un peu trash, un peu borzom. Donc nous allons examiner aujourd'hui le concept de transgression. C'est un concept central de mon travail, au point qu'on pourrait résumer ce dernier à un slogan: la transgression précède la législation. Alors dans la tradition philosophique, c'est toujours le contraire qui a été dit, c'est-à-dire que la législation précède la transgression. La transgression ne se comprend que comme infraction ponctuelle, accidentelle de la loi, à la loi. La transgression n'est qu'un cas de la législation. La transgression ne se comprend de manière inclusive, exclusive, que par rapport à la législation et à la loi. Or, dans mon travail, je dis exactement le contraire. Je démontre exactement le contraire. Mais pour comprendre la portée de cette subversion, il faudra entrer dans pas mal de subtilités dont on ne pourra pas faire le tour aujourd'hui. De sorte, la séance d'aujourd'hui ne vaudra que comme introduction à la problématique de la transgression, c'est-à-dire par quel chemin j'étais amené à accorder à cette question une place aussi prioritaire. On verra que ce chemin, ce n'est pas autre chose que l'époque où nous avons grandi, c'est notre actualité artistique et politique, je dirais, la plus brûlante. Alors, comme je l'ai annoncé à plusieurs reprises lors des séances précédentes, ce concept de transgression, que j'appelle aussi parfois archi-transgression, c'est pas autre chose que le concept judéo-chrétien de péché originel, c'est-à-dire un concept à la base plutôt religieux que philosophique. Je parle aussi souvent de mon travail comme d'une laïcisation du péché originel. Alors je ne me donne pas le monopole, la primauté de ce travail de laïcisation qui pour moi a commencé avec Rousseau. On ne le constate pas souvent, mais Rousseau, sa trouvaille centrale de césure entre nature et culture, qui a impulsé toute la modernité philosophique, politique, artistique, etc., c'est une laïcisation du péché originel de la religion. Et comme je l'ai exposé dès la première séance, c'est dans ce seul concept que se récapitule le différend qui a opposé, dès leurs origines respectives, la religion et la philosophie. C'est-à-dire que dès son envoi historique, la philosophie noue à la science un rapport de pleine confiance paradigmatique, ce que j'appelle le fiduciarisme philosophique, tandis que l'idée un peu obscure de la religion, en tout cas de la religion occidentale, c'est que la science, cet événement qui distingue décisivement l'espèce humaine du restant du règne biologique et matériel, depuis au moins l'homme de Cro-Magnon, cet événement n'est pas seulement la bénédiction que la philosophie a reconnue, pratiquement sans exception pendant près de 2 millénaires de sa tradition, mais qu'elle est aussi bien une malédiction, cet événement est aussi bien une malédiction à laquelle nous devons tous nos maux, ce que résume tout simplement le mot de mal, le concept de mal,
que nous examinerons peut-être à part lors de l'une de nos séances, qu'on a déjà évoqué et que nous évoquons aujourd'hui en tout cas assez largement. J'ai dit religion occidentale. Pourquoi ? Parce que cette idée que la science serait au moins autant une malédiction qu'une chance inestimable, ce n'est pas seulement une idée du judéo-christianisme, c'est-à-dire le péché originel, c'est aussi déjà une idée centrale du paganisme originel, c'est-à-dire des tragiques grecs, qui en matière de transgression, comme chacun sait, en connaissaient un bout. C'est une phrase d'Échille que je cite souvent dans mon travail, dans Agamemnon, au sujet de Zeus. J'ouvre la citation. C'est lui qui a ouvert la voie, lui, Zeus, qui a ouvert la voie de la sagesse aux mortels en établissant la loi que la science serait le prix de la douleur. La loi que la science serait le prix de la douleur. Fin de citation. Ce qui veut, bien entendu, tout aussi bien dire qu'une douleur surnuméraire infinie serait le prix de la science. Donc vous voyez que Zeus, pour les Grecs, disait exactement la même chose que ce que le Dieu juif puis chrétien dit avec l'arbre de la science, avec le péché originel. Il y a la science qui est là, il ne faut absolument pas y toucher, et si vous y touchez, vous allez vous exposer à des souffrances absolument, comme dit Échille, infinies, surnuméraires. Alors une autre variante du vocabulaire que j'utilise dans ce travail, je dis la transgression sacrée. Pourquoi ? Là aussi, ça vient des tragiques. Dans toutes les grandes tragédies, l'Orestie, Oedipe, Antigone, Médée, etc., etc. La transgression abominable dont se rend responsable le héros ou l'héroïne tragique dans ces pièces s'avère toujours avoir été quelque chose de sacré, c'est-à-dire d'étrangement nécessaire. Il y a toujours une sorte d'éthique de la transgression dans le théâtre tragique, de science paradoxale de la transgression. C'est-à-dire qu'on nous montre d'abord la transgression horrible qu'a commis le héros, dans toutes ses dimensions les plus sacrilèges, mais ensuite on retrace tout le concours de circonstances qui a amené là. Non seulement on retrace tout le concours de circonstances qui ont précipité la transgression affreuse du héros, mais on montre ensuite aussi les conséquences de cette transgression qui s'avèrent souvent avoir été pas simplement négatives dans leur horreur immédiate, comme quand on découvre qu'Oedipe a tué son père et baisé sa mère, mais les conséquences aussi positives. C'est quand même grâce à Oedipe et Oedipe tyran que Thèbes redevient une ville vivable. Et ce qu'on évoquera aujourd'hui assez largement, c'est cette question justement du sens à donner, d'ailleurs pas à la transgression, ou plus exactement aux transgressions, au pluriel, puisque bien sûr il y en a plusieurs. Donc la religion, non seulement la religion judéo-chrétienne, mais déjà la religion grecque, la païenne, comme on dit, en fait, il y a les paganismes, donc le tout de la religion occidentale, le tout de cette culture qu'on le veuille ou pas, qui nous a constitués. La religion a instauré, contrairement à la philosophie, un rapport de critique, si ce n'est de condamnation, à la science. Donc vous voyez, comme je l'ai dit dans la première séance, que l'acte sacrificiel originaire de la philosophie, et qui est la fameuse exclusion de la tragédie par Platon, a uniquement ce sens-là. C'est-à-dire que la tragédie, pour les Grecs, c'est rien d'autre que la forme concrète que prend pour eux la religion. C'est l'équivalent de la messe dans le christianisme. La tragédie était un rite sacré pour les Grecs. Alors pour Platon, exclusion de la tragédie, exclusion de l'art, exclusion de la religion, exclusion du mal, tout ça c'est à peu près des synonymes. Ce quadruple pharmakos platonicien constitue un seul et même sacrifice. L'art, la religion, la tragédie, la religion et l'exposition du mal, c'est une seule et même chose pour Platon. Et il veut remplacer tout ça par un autre paradigme qui lui s'inspirerait de la science, en particulier les mathématiques. En sorte, c'est aussi un des grands signes de notre misère intellectuelle contemporaine que plus personne, ou presque aujourd'hui, ne soupçonne les liens absolument consanguins qui unissent l'art et la religion dans notre histoire. Or, ce que nous allons examiner aujourd'hui, c'est la façon dont la modernité a entièrement redistribué ce nouage qui lie si étroitement art, religion et question du mal, jusqu'à quasiment les confondre dans leur origine grecque. La façon dont la modernité a recréé ce nouage de l'art, du mal et du religieux, qui à bien des égards, comme on va voir, sera aussi un dénouage, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, pour comprendre les raisons pour lesquelles la question de la transgression en est venue à me travailler à ce point. C'est justement toutes ces questions, art, philosophie, religion, science, politique, bien, mal,
etc., qui se concentrent dans celle de la transgression. Toutes ces questions, elles me sont venues en me penchant sur ce qui s'était passé dans l'art au moment de la modernité, c'est-à-dire au moment où s'effondre, avec la Révolution française, le long régime théologico-politique qui a régné sur l'Europe pendant plus de 2 millénaires. C'est-à-dire non seulement ce qu'on appelle le judéo-christianisme, mais là encore, est-ce qu'il n'y en a qu'un seul, mais déjà ce qu'on appelle le paganisme, la civilisation gréco-romaine jusqu'à la conversion de l'empereur Constantin, régime théologico-politique qui aura dirigé non seulement tout l'art, c'est-à-dire comme chacun sait, pendant plus d'un millénaire, le grand art n'aura fait qu'illustrer le grand récit biblique, et auparavant, les grands poètes antiques ne faisaient qu'illustrer les péripéties des dieux et des surhommes gréco-romains. Donc ce régime non seulement aura dominé l'art, comme chacun sait, mais il aura aussi, comme je l'ai rappelé lors de la première séance, soumis la philosophie. Cette philosophie qui, à ses débuts, voulait purement et simplement remplacer la religion. Alors on ne le rappellera jamais assez au narcissisme philosophique, surtout aujourd'hui. La philosophie, c'est ce qu'il voulait, c'est ce qui devait remplacer la religion, et qui a échoué plutôt à plate couture. C'est-à-dire pendant 2 millénaires, on a vu que les philosophes ont biaisé avec la religion, ont montré patte blanche à la religion, ils ont courbé les chines devant les hégémonies religieuses, notamment chrétiennes. Et le seul moment où la philosophie a fait mine de se ressaisir, de renouer avec son projet original, ce fut comme par hasard au moment dont nous allons parler. Avec Hegel, avec Marx ou avec Nietzsche, des philosophies se sont données à nouveau comme ambition explicite de mettre en forme un monde qui soit exclusif de la religion. C'est-à-dire une organisation du monde, comme voulait Platon, qui remplace l'organisation religieuse qui avait régné si longtemps sans partage. Alors ce programme, il suffit de jeter un œil sur l'état des lieux planétaires pour constater qu'il n'a que très partiellement réussi, et que le moins qu'on puisse dire est que le cadavre supposé de la religion remue encore, et pas seulement hors de nos frontières. Donc l'art, jusqu'à cet événement de la modernité dont on va parler, a toujours été religieux dans la tradition occidentale. Et le moment de l'effondrement du régime théologico-politique, qui avait donné le ton de tout l'Occident pendant ces 2 millénaires, qui n'est autre donc que la Révolution française, cet événement, en dehors des conséquences strictement politiques et civilisationnelles que tout le monde connaît, et dont nous profitons encore, entre guillemets, cet événement a semblé permettre, pour la toute première fois de l'histoire de l'Occident, qu'un art non religieux advienne. Le romantisme, ça a été ça. Ça a été le programme d'un art qui se soustrait enfin à l'emprise de la religion, ou qui devienne, c'est pas du tout incompatible, sa propre religion, la fameuse religion de l'art qui a battu son plein au XIXe siècle. On a assisté, c'est bien connu à cette époque, au XIXe siècle, à une héroïsation de l'artiste. On va y revenir. Mais enfin, c'est le cliché, comme ça, bien connu, du héros artistique romantique, Beethoven, Victor Hugo, de l'artiste prométhéen, de l'artiste qui, comme par hasard, se substitue à Dieu. Évidemment, chez les Grecs, chez les Romains et encore plus chez les chrétiens, il était hors de question qu'un artiste se substitue à Dieu. L'avant-garde ensuite, qui sera le programme spécifique du XXe siècle, sera une autre façon d'aviser à la possibilité d'un art non religieux. Et enfin, aujourd'hui, ce qu'on appelle, faute de mieux, la postmodernité, se dépatouille toujours avec cette question, celle de la possibilité ou de l'impossibilité d'un art non religieux. Alors, plus radicalement encore, c'est-à-dire un peu plus souterrainement que ces phénomènes très très voyants qui ont été l'avant-garde au XXe siècle et surtout le romantisme au XIXe, plus radicalement et plus souterrainement avec l'avènement de la Révolution française, c'est-à-dire toujours l'acte de décès du régime théologico-politique hégémonique de l'Occident jusque-là, il se passe quelque chose dans l'art, en infra donc de la forme la plus voyante qui sera le romantisme. Il se passe quelque chose qui nous en dit long sur ce nouage immémorial qui unit, dans ce même Occident, l'art, la religion et la question du mal, ou de la transgression, puisque bien sûr les deux problèmes sont étroitement liés. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il se passe que des artistes, et pas des moindres, comme Goya dans la peinture, comme Sade dans la littérature, la musique ça prendra un peu plus de temps, mais ça finira par arriver, ces artistes, justement on va en parler, ces artistes commencent à représenter des atrocités, des horreurs, des abominations, avec une crudité, une radicalité que l'art avait jusque-là ignorée. C'est-à-dire que dans la tragédie ou dans l'art chrétien, il y en a bien sûr des horreurs, on en représente.
Les yeux crevés d'Oedipe, le sacrifice d'Iphigénie par son père, la crucifixion du Christ ou le martyre des saints qui répètent, imitent le martyre du Christ. Mais dans ces formes d'art, les horreurs qui sont montrées n'ont pas de finalité en elles-mêmes. Elles doivent toujours être relevées par un sens soit qui excède, comme dans la tragédie, cet acte lui-même, c'est-à-dire l'ensemble des liens civiques et familiaux qui précipitent cet acte atroce et lui donnent son sens, en amont comme en aval, comme on a vu tout à l'heure. Soit, là c'est le christianisme, soit qui surplombe, qui transcende littéralement cette atrocité, comme dans le christianisme, donc. Le Christ a souffert atrocement, mais c'était pour nous, pour racheter toutes nos souffrances, tous nos péchés, toutes nos petites transgressions personnelles, c'est le cas de le dire. Bref, le mal qui est montré, que ce soit dans la tragédie et encore plus dans le christianisme, le mal qui est montré a un sens, et ce sens, généralement, va vers le bien. C'est plus compliqué dans la tragédie, mais en tout cas, dans le christianisme, c'est presque aussi simple que ça. Or, avec l'art contemporain tel qu'il se préfigure avec Goya, et avec une évidence, évidemment, encore beaucoup plus choquante chez Sade, les horreurs, les atrocités, les obscénités, les tortures abominables, etc., sont en quelque sorte exposées pour elles-mêmes. Elles sont plus, comme dans la tragédie, inscrites dans un contexte, si j'ose dire, horizontal, plus large, c'est-à-dire l'ensemble des liens et des lois civiques et familiales que le héros tragique a transgressés. Elles sont plus non plus, comme dans le christianisme, relevées dans un sens supérieur, ascendant, eschatologique, transcendant. C'est vraiment le cas de le dire, transcendant. Le Christ a atrocement souffert, mais c'était pour une finalité supérieure. Le bon chrétien, le saint ou le martyr souffrent atrocement, mais ils seront récompensés dans l'au-delà. Non, dans l'art contemporain, ou un certain art contemporain à partir de Sade, le mal est montré pour lui-même. Et tout particulièrement chez Sade, pour la première fois de l'histoire de l'art, le mal devient en quelque sorte une finalité pour lui-même. Le mal est à lui-même son propre sens, sa propre finalité. C'est ce qu'on appellera beaucoup plus tard la cruauté gratuite. C'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. Alors cette expression courante, je la trouve excellente, comme par exemple l'expression déchet non recyclable. Je vous expliquerai une autre fois pourquoi j'aime bien aussi l'expression déchet non recyclable. L'expression cruauté gratuite est excellente parce qu'on a vu les dernières fois que c'était comme ça, de façon liminaire, que je définissais le mal. Le mal, c'est la cruauté animale, c'est-à-dire la cruauté animale, c'est-à-dire la cruauté prédatrice. C'est une cruauté nécessaire, une cruauté où il y va de la survie. L'animal qui en tue un autre sauvagement doit le tuer pour survivre. Le mal n'apparaît que dans la clôture anthropologique, parce qu'il n'y a que dans cette clôture, que dans des phénomènes strictement et rigoureusement humains, qu'on peut constater des actes de cruauté à point nommé gratuite. C'est-à-dire des actes visant à faire le mal pour le mal, et non par nécessité de survie. Le mal, c'est à chaque fois, et du seul fait de l'être humain, une prolongation, une distorsion, une amplification, une éternisation gratuite de la souffrance animale. C'est ça la différence entre cruauté animale et aptitude au mal. La première relève de la nécessité, la seconde de la gratuité, de l'arbitraire. Et donc, avec la modernité, surgit un art de la monstration du mal pur. La monstration, ça veut dire évidemment l'acte de montrer, mais on peut jouer sur le mot monstre, monstrueux. Un art de la monstration du mal pur, d'un mal absolument gratuit et non relevable dans un sens supérieur, transcendant, supérieur soit en extension, comme chez les tragiques, soit en quelque sorte en ascension. Et là, on est vraiment dans la transcendance. On parlera dans les séances suivantes du sens profond de ce mot transcendance, des affinités qu'il a avec le mot transgression, comme dans le christianisme. Une relève du mal par le haut. Alors évidemment, l'explication qui vient à l'esprit, la plus évidente, je ne suis pas le premier qu'elle traverse, comme l'art, après la Révolution, devait pour la première fois s'ouvrir la possibilité d'être autre chose qu'une religion, alors évidemment, la première chose à faire, c'était de bafouer les préceptes, les prescriptions de la religion, c'est-à-dire la morale courante. Autrement dit, à partir de Sade, une tradition résolument moderne s'initie, qui fera fortune de manière éclatante. L'artiste, à partir de Sade, devient, on est en plein dans le sujet, devient un héros de la transgression. C'est-à-dire, pendant près de 2 siècles, l'art va vivre de quelque chose qui n'existait pas avant, qui n'aurait pas traversé l'esprit d'un artiste grec, romain ou chrétien, et qui est le courage de la transgression
l'héroïsme de la transgression, héroïsme qui se confond souvent, sinon toujours, avec une sublimation, une fascination pour le mal, une sublimation du mal. Comme c'est l'évidence avec Sade, et comme Baudelaire le résumera avec la simplicité du génie, les fleurs du mal. C'est-à-dire, il y a un plaisir esthétique que l'art classique ne trouvait pas, qui est un plaisir direct à la représentation du mal, et non pas un plaisir biaisé comme dans l'art chrétien, un plaisir, on pourrait dire, hypocrite, comme avec l'art chrétien. La tragédie, c'est toujours un peu plus compliqué. C'est flagrant donc pour nous en tenir à la littérature, avec évidemment Sade, l'immense précurseur, c'est-à-dire le catalogue le plus complet d'horreur et d'atrocités qu'on ait jamais consigné par écrit, mais c'est flagrant aussi avec Baudelaire, une charogne, c'est-à-dire le plaisir esthétique à contempler un cadavre en décomposition, avec Lautréamont, les chants de Mal d'Aurore, avec Rimbaud, une saison en enfer, tout un programme. Dans une saison en enfer, il dit « Je me suis séché à l'air du crime », avec Céline, avec Artaud, le théâtre et l'écriture de la cruauté, avec Bataille, qui résume toute son esthétique par cet essai qui s'appelle « La littérature et le mal », avec Genet, avec William Burroughs, avec Pierre Hugotat, avec un autre romancier américain que j'adore et qui s'appelle Hubert Selby. La liste est interminable. Les écrivains qui ont le plus compté ces 2 derniers siècles, en tout cas pour l'adolescent que j'étais et qui lisait tout ça avec passion, étaient tous sans exception des héros de la transgression, ainsi que des sortes d'élégistes paradoxaux du mal, des procureurs pervers de ce qui n'est pas bien. Alors je vous expliquerai un peu plus loin pourquoi je fais ici cette petite parenthèse autobiographique. Héroïsme transgressif. C'est-à-dire que même avec des artistes qui ne sont pas uniquement connus, comme les noms que je viens ici de citer, qui étaient les plus radicaux, pour être des héros souvent sacrificiels, voire martyrologiques de la transgression, c'est-à-dire la plupart des gens que je vous ai cités ont fait de la prison ou de l'asile psychiatrique, ou sont morts dans des conditions atroces, même des artistes célèbres, dominants, comme mettons Victor Hugo au 19e ou Sartre au 20e, eh ben, c'était tout de même des rebelles, des gens qui n'hésitaient pas à secouer l'ordre établi, comme on dit, et comme disait Sartre, à choquer le bourgeois. Bref, à pas hésiter à transgresser les préceptes de la morale bourgeoise, héritée du long régime théologico-politique qu'on a dit. C'est-à-dire que même quand l'artiste et le créateur n'est pas prioritairement seulement un héros transgressif pur jus, il a été depuis 2 siècles presque toujours tenu d'y aller régulièrement de son défi transgressif envers les valeurs et les morales bourgeoises. Il s'agissait presque d'un devoir. Alors tout ça qui est bien connu, et n'a pourtant jamais été interrogé comme tel par la philosophie, eh bien je vous le rappelle justement pour vous montrer ce que fait la philosophie, c'est-à-dire mettre en évidence, donner une sorte de seconde évidence ou de second relief à des choses familières, s'étonner devant ce qui n'étonne personne, pour montrer comme cette sorte d'impératif catégorie de la modernité artistique, impératif plus ou moins conscient, cet impératif de l'héroïsme transgressif, eh ben, c'est un événement historique tout à fait singulier, tout à fait situé, qui n'avait tout simplement pas la moindre chance d'exister, de faire sens avant la Révolution française. Non seulement chez les artistes chrétiens, les peintres étaient des artisans qui gagnaient assez bien leur vie, mais enfin des artisans, des employés, des gens à qui on passait commande et à qui on dictait ce qu'ils devaient faire, les motifs de leur peinture. Et par ailleurs, certains des plus grands créateurs de l'histoire de la musique, comme Bach ou Haydn, étaient des domestiques, des larbins, et cela en plein milieu du XVIIIe siècle, un peu avant ou même pendant la Révolution française. Les écrivains, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas fondamentalement différent. En tout cas, il ne serait pas basé à l'esprit d'un écrivain avant cette césure d'être un héros de la transgression, comme ça deviendra beaucoup plus fréquent après. Donc, c'est le cas non seulement dans cette longue ère chrétienne, mais c'est pareil avec les artistes antiques de la Grèce ou de Rome. Si la tragédie nous montrait avec quel génie la mécanique, la dialectique de la transgression, il n'aurait même pas traversé l'esprit d'un grand poète d'être lui-même, en personne, une sorte d'apôtre de la transgression, de héros de la transgression, comme dans notre modernité. Quelqu'un comme Sophocle est un homme bien sous tout rapport, très très bien intégré dans la société civile, comme un haut fonctionnaire. Alors, il était adulé par la cité autant que nos sardes d'aujourd'hui. Nous, on a Johnny, eux, les Grecs avaient Sophocle. Sophocle était l'heureux père d'une nombreuse famille, et il est mort tranquillement à 96 ans. C'était vraiment quelqu'un d'irréprochable. À la rigueur, à l'époque grecque, c'était plutôt les philosophes, comme chacun sait, qui étaient tenus pour des transgresseurs, comme en atteste bien sûr l'exemple de Socrate, mais aussi de Platon lui-même, qui a
fait la prison, a été vendu comme esclave, ou d'Épicure, qui était considéré comme une sorte de dangereux marginal. Pour tout dire, la connotation du mot philosophe, pour un grec moyen, était loin d'être valorisante, c'était pas loin de charlatan, un peu comme aujourd'hui on parle gentiment de péripatéticien, de péripatéticienne. Tout ça pour vous mettre en évidence, donc, comme l'artiste comme rebelle, comme menace pour l'ordre établi, etc. Toute cette imagerie qui va de soi pour nous, qui est quasiment devenue un cliché, et plus que quasiment, on va y revenir, eh bien, cette représentation de l'artiste, cette représentation qu'on a de l'artiste, et qu'il a bien souvent eu de lui-même, en particulier au XIXe et au XXe siècle, eh bien, non seulement cette représentation n'a pas toujours existé, il s'en faut même d'un abîme, mais sa condition d'apparition est extrêmement récente dans l'histoire de l'humanité. Alors c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai fait ce petit aparté autobiographique. Quand j'ai commencé à écrire, très très jeune, adolescent, j'étais très éloigné de la philo. Je m'inspirais de tous ces exemples d'héroïsme transgressif que j'ai cités. Je voulais faire quelque chose qui évidemment me soit propre et rende compte de mon expérience personnelle, mais en même temps quelque chose qui prenne place dans mon époque, un peu de la même manière que les noms que j'ai cités plus haut ont pris place dans la leur. Bref, j'étais encore dans le paradigme de l'héroïsme transgressif. Je voulais briguer le poste, à mes yeux très convoitable, très désirable, de héros transgressifs de ma génération. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur les entrefaites et de quoi me suis-je très très vite aperçu? Eh bien ce qui s'est passé, c'est ce qu'on appelle, donc faute de mieux, la postmodernité, dont on a déjà parlé dans les séances précédentes, c'est-à-dire la sensation, d'abord confuse, et qui ne deviendrait claire que des années plus tard, justement avec ce travail philosophique que je vous livre à chaque séance en petites tartines, cette sensation que l'héroïsme transgressif avait touché à sa fin. Ou plus exactement, que la transgression s'était en quelque sorte banalisée, se mettait en abîme, en parodie infinie, par exemple avec ce qu'on appelle l'art contemporain au sens strict. C'est là-dessus d'ailleurs qu'on fleurit les diagnostics de postmodernité qu'on a examinés dans les séances précédentes, avec Lyotard bien sûr, qui était un observateur très très fin de l'art contemporain, avec la notion de spectacle chez Debord qui entretenait des relations compliquées mais très radicales avec la question de l'art contemporain au sens vraiment étymologique du terme, la question de l'art à son époque à lui, la question de la fin de l'art, etc. Enfin, la notion de simulacre chez Baudrillard. C'est pour ça que j'aurais bien aimé vous commenter à la seconde séance, s'il n'avait pas perdu si mon ordinateur n'était pas tombé en panne, ce texte qui s'appelle le complot de l'art. Quand Baudrillard a écrit ce texte, c'est pour diagnostiquer, quand il sort de la Biennale de Venise, ce qu'il avait diagnostiqué un peu partout ailleurs, que nous étions dans l'ère du simulacre généralisé, du parodique généralisé, la postmodernité c'est ça, parodie dans la politique, parodie dans les mœurs, et parodie donc dans l'art. Là, pour la première fois, il s'attaquait de front à la question de la parodie du simulacre dans l'art. C'est-à-dire que dans le domaine de l'art contemporain au sens strict, on n'avait plus de héros de la transgression, mais en quelque sorte des fonctionnaires de la transgression. C'est la sensation qu'il a eue en sortant de la Biennale de Venise. Et donc nous n'avions plus de transgression héroïque comme on en voyait encore, par exemple avec William Burroughs ou Pasolini, avec, dans l'art contemporain au sens strict, avec les actionnistes viennois, ou avec Marina Abramovic, ou avec Chris Vernon, ou avec qui vous voudrez, mais en quelque sorte des simulacres de transgression, comme avec les simulationnistes américains, qui pourtant lisaient beaucoup Baudrillard et ont essayé de l'attirer vers eux, mais lui, il n'a pas du tout aimé, ou avec J.F. Koons, ou avec Mauricio Cattelan, ou avec qui vous voudrez. Donc voilà pour le premier diagnostic un peu générationnel. La postmodernité, c'est une étrange péremption de ce qui jusque-là, avec l'époque romantique et l'époque avant-gardiste, avait été l'impératif catégorique de l'artiste moderne, c'est-à-dire le courage, voire la témérité pour la transgression, l'héroïsme de la transgression. Mais à bien y réfléchir encore plus avant, le diagnostic ne s'arrêtait pas là. Là, on parle d'art relativement encore élitiste, réservé à un public un peu formé, donc relativement fermé, la littérature ou les galeries d'art contemporain. Car en réalité, ce devenir parodique de la transgression héroïque, c'était un peu à tous les secteurs de l'art au sens large qui s'était étendu. C'est-à-dire aux arts dits populaires, du cinéma aux séries télé, en passant par la musique de masse ou à la littérature grand public. Et on constate alors, très simplement, que si les dernières décennies auront exposé le spectacle d'une saturation du schème de l'héroïsme transgressif, eh bien c'est qu'il s'agissait justement d'une saturation, d'une généralisation.
C'est par excès que l'héroïsme transgressif a en quelque sorte implosé, et non pas par défaut. On n'a pas manqué de héros transgressifs, on en a eu trop. L'héroïsme transgressif n'avait pas disparu faute de prétendants, bien au contraire. Il s'est en quelque sorte dilué dans une banalisation qui, là encore, nous est justement si familière qu'on ne se rend jamais compte de la nouveauté historique dans laquelle nous baignons, en quelque sorte, comme dans un élément invu. Alors reprenons. Par quoi avait commencé l'art contemporain? Avec Sade et Goya, par une exposition jusque-là impensable dans l'art précédent, une exposition des pires atrocités, des pires souffrances, des pires abominations, exposition qu'on dit parfois complaisante du mal à l'état pur. Or, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, cette exposition, là c'est une nouveauté à la puissance 2, mais c'est la nôtre depuis quelques décennies, cette exposition est devenue le spectacle numéro 1 offert par les arts de masse à l'extrême majorité du public. C'est pour ça que, voilà, le film ou le best-seller d'horreur, le film de gangster, le film de truand psychopathe, le film gore, le film de tueur en série, le porno sous toutes ses formes, c'est-à-dire pas simplement les pornos hétéros bon teint, mais surtout tous ceux qui montrent toutes les sexualités déviantes et monstrueuses dont l'humanité soit capable, le film de torture, le rock, évidemment le rock'n'roll à ses débuts qui était surnommé la musique du diable, ensuite le heavy metal, justement j'ai mis là le death metal, c'est-à-dire une musique ouvertement sataniste, mais déjà les Stones qui disaient Sympathy for the Devil, donc vous voyez on va de Maldoror à Marilyn Manson. Le rap, moi j'ai écouté pendant 2 ans du rap, donc je sais quoi je parle, c'est-à-dire la sublimation du voyou, du truand, du macro, du dealer, etc. Alors on constate que ce programme de l'art contemporain, qui s'est voulu et qui a été subversif un certain nombre de décennies, des francs-tireurs de l'héroïsme transgressif comme ça, Baudelaire, Rimbaud, etc., ce programme n'a pas du tout pris fin en échouant, mais en ne réussissant que trop bien. Sade est le grand précurseur de l'art contemporain au sens le plus large, parce qu'une majorité de la production artistique est devenue soit une sorte de banalisation, de normalisation oxymorique de la transgression, soit, et encore beaucoup plus souvent, une exposition de violence et de cruauté déchaînée, qu'on dit, fort à propos, gratuite. Toute la question étant évidemment de savoir, est-ce que c'est le fait de montrer cette violence qui relève d'une complaisance gratuite, ou est-ce que c'est la facticité même de ces violences qui est gratuite? C'est-à-dire que la torture, la boucherie industrielle, les sexualités déviantes comme le SM violent, la scatophilie, la zoophilie, la pédophilie, tous ces trucs qu'on peut voir en un clic, en une seconde aujourd'hui, et j'en passe, toutes ces pratiques qui littéralisent de manière filmée ce que Sade décrivait dans ses romans, juste avec des mots, si ce n'est pas la facticité même de cette violence qui est elle-même gratuite. Donc, c'est-à-dire que de toutes ces choses bien croquignolettes, c'est l'humanité elle seule qui est capable. Il faudrait évidemment longuement parler ici de catharsis. Bon, comme je vous en ai déjà parlé les dernières fois, je ne vais pas me répéter, on en parlera peut-être dans nos discussions. Simplement, on dira ici, jamais l'effet cathartique, qui, on s'en souvient, pour ceux qui sont venus avant, n'est autre que l'effet mimétique, jamais l'effet cathartique n'a battu son plein comme de nos jours. C'est-à-dire l'effet cathartique minimal qui consiste à transformer quelque chose qu'on ne voudrait pas vivre directement en quelque chose qu'on veut consommer dans l'œuvre d'art. Si quelqu'un entre là avec une tronçonneuse et qui commence à nous découper tous, je ne vais pas aimer ça beaucoup. Par contre, quand j'étais adolescent et que je regardais Massacre à la tronçonneuse, évidemment, je fais beurre, ah non, je ne veux pas voir ça, mais je regarde jusqu'au bout et à la fin, on en ressort. Voilà, c'est ça l'effet cathartique minimal. Il y a quelques années, j'étais allé avec ma copine de l'époque. Ça allait vraiment, c'était très très hystérique entre nous à ce moment-là. Et puis on va voir ce film de Matthew Barney avec Björk, ils étaient ensemble à l'époque, je crois qu'ils ont même eu un enfant. Et toute la dernière partie du film, ils passent leur temps à s'automutiler. Enfin, ma copine était comme ça, derrière elle voulait rien voir. Mais en sortant, on était libérés de toutes nos névroses qui évidemment ont repris le dessus quelques jours après. Mais tout ça pour vous donner un exemple parmi des centaines de milliers possibles de l'effet cathartique minimal. Alors parfois, dans notre idiome moderne, on traduit la bonne vieille catharsis par le mot défoulement. Voilà. On se défoule, l'art, c'est ce qui est fait pour défouler. Et de fait, jamais l'art n'a été aussi cathartique qu'aujourd'hui. L'art de masse, depuis quelques décennies, n'est qu'une illustration, 2 millénaires et demi plus tard,
de quelques phrases qui se trouvent au début de la poétique d'Aristote. Et la poétique d'Aristote, c'est le livre toute la philosophie occidentale de l'art n'est qu'un long commentaire de la poétique d'Aristote. Ces quelques phrases avaient déjà tout dit au début de la poétique. Je vous les lis, début de citation. Alors évidemment, quand je dirais imiter, imitation, c'était le mot grec, c'est mimésis, celui qu'on a examiné au 3e à la 4e séance. Début de citation. Le fait d'imiter est inhérent à la nature humaine dès l'enfance. Et ce qui fait différer l'homme d'avec les autres animaux, c'est qu'il en est le plus enclin à l'imitation. Les premières connaissances qu'il acquiert, il les doit à l'imitation. Et tout le monde goûte les imitations. La preuve en est dans ce qui arrive à propos des œuvres artistiques. Car les mêmes choses que nous voyons avec peine, nous nous plaisons à en contempler l'exacte représentation, telles par exemple que les formes des bêtes les plus viles ou celles des cadavres. Fin de citation. Vous voyez que tout est déjà dans ces quelques phrases d'Aristote, mais aujourd'hui porté à un volume, à une ampleur, à une popularité qu'on n'a jamais vue avant de toute l'histoire de l'humanité. Donc c'était ça le sens de mon petit aparté autobiographique. À 18-20 ans, je suis arrivé avec mes premiers livres, que je renie pas du tout, que j'assume toujours entièrement. Enfin, fier comme Artaban, je voulais être le prochain sur la liste hagiographique des grands transgresseurs héroïques. Je voulais vraiment en découdre. J'étais dans un esprit, comment dire, assez oi-oi. Alors, oi-oi, comme certains d'entre vous le savent sans doute, c'est une sorte de cri rituel, tribal des punks. Et le punk, c'est justement l'un de ces nombreux exemples d'un des phénomènes cruciaux qui qualifie la postmodernité. C'est-à-dire, c'est cette démocratisation, je dirais, de l'héroïsme transgressif. Dans la musique, le punk, ça a été le bon vieil héroïsme transgressif de Rimbaud, ou du dadaïsme, ou des situationnistes, mais à la portée d'absolument tout le monde, à la portée des masses. Et c'est une des explications, d'ailleurs, c'est en relisant le texte que j'y ai pensé, et en pensant à mes expériences communautaires personnelles, c'est ça qui empêche sans doute l'émergence de toute avant-garde depuis des décennies, c'est cette démocratisation depuis les années 70 de toutes les formes d'avant-garde. Par exemple, le punk est un très très bon exemple. Et au fond, la postmodernité, c'est peut-être aussi simple que ça, c'est l'avant-garde démocratisée, c'est l'avant-garde pour les masses. Donc ça serait facile à démontrer, le romantisme pour les masses. Le punk, ça a exactement été Dada ou les situs pour absolument tout le monde. Et le moins qu'on puisse dire, en plus, c'est que ça a marché. Donc ce fut quand même ma première réaction. Et le fait que j'ai glissé de la littérature à la philosophie s'explique sans doute inconsciemment par là, par ce sentiment de déception, de déconcertation, si j'ose dire. La transgression, c'était plus du tout un truc élitiste dans l'art, c'est quelque chose qui s'est en quelque sorte normalisé. Et c'est là qu'apparaît en réalité le point clé, le point qu'il faut travailler, le point crucial, c'est ce jeu dialectique de la transgression et de la normalisation, c'est la façon dont tout événement a toujours une structure transgressive et qu'ensuite cet événement soit imité, banalisé à un exemplaire. C'est cette dialectique que mon travail essaye de rendre compte, et c'est pour ça que la séance d'aujourd'hui n'est qu'un prolégomène à la question de la transgression, c'est vraiment une introduction. Alors c'est jusqu'ici, là où à chaque séance, j'ai choisi un mot différent. Là, le mot transgression est tellement au centre de mon travail qu'à la prochaine séance, je ne vous expliquerai pas un autre mot, mais ça sera transgression 2. Transgression 2, le retour, comme dans certains films d'horreur, et même transgression 3, il est toujours là, il n'est pas content, etc. On prendra le temps qu'il faudra. Et après, j'enchaînerai peut-être avec sexualité, tant il y a beaucoup à dire, et des choses plutôt neuves, sur ce lien qui a si longtemps et si obscurément uni, dans notre conscience et dans notre inconscient, la question de la sexualité à la question de la transgression. Et évidemment qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au niveau artistique au sens large ou au sens strict, notamment avec la pornographie, il y a beaucoup de choses qui ont bougé sur cette évidence qui a été celle à l'époque de Sade, à l'époque de Bataille, à l'époque de Pasolini, on en a déjà parlé dans la seconde séance, je crois, sur le côté intrinsèquement transgressif de la sexualité. Et contrairement à ce qu'on croit, ça n'a pas cessé d'être... Il faut penser autrement ce lien sexualité-transgression. Il faut faire un bilan de tout ça.
Donc je vais conclure simplement en enfonçant un petit peu le clou de notre diagnostic épocale, générationnel, postmoderne. Alors quand je vais sur le site de poker où j'ai mes habitudes, pour arrondir mes maigres fins de mois, je constate que les deux avatars les plus répandus sont numéro 1 Antonio Montana, vous connaissez sans doute le personnage joué par Al Pacino dans Scarface, et le numéro 2 des avatars, très très souvent, c'est Dieudonné. Alors il y a d'autres avatars, j'ai rencontré un Lautréamont, un Moldoror, un Holderlin, un Hyperion. Il y en a même un qui a trouvé, alors ça je l'ai vraiment envié, il a trouvé moi qui recherchais cette synthèse entre Tony Montana et Lautréamont, lui il a trouvé, c'est Isidore Ducache. Je dois dire que vraiment je l'ai enlevé, moi qui suis un intellectuel de pointe et tout, j'ai pas réussi à trouver Isidore Ducache, il est très fort. Enfin malheureusement ces gens-là restent très 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 minoritaires, et il est évident que Tony Montana, là, c'est impossible de s'asseoir à une table sans qu'il y ait un Al Pacino avec ses billets et sa chaîne en or et son flingue, etc. Et évidemment, plus surprenant à prime approche, Dieudonné, le comique que vous connaissez tous. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on est en pleine postmodernité, c'est-à-dire cette sensation d'une parodie généralisée de ce qu'avant on pouvait prendre au sérieux, entendons le héros transgressif. Il y a quelques décennies seulement, les avatars auraient été Rimbaud ou Jim Morrison, Lénine ou Che Guevara, aujourd'hui c'est Tony Montana ou Dieudonné. Et on voit bien que ce que les gens recherchent, idéalisent, le verbe n'est pas trop fort dans ces figures, ce qui montre à quel point on est dans de beaux draps, c'est qu'il y a quelques décennies, les héros de la transgression, et c'était des héros au grand public, étaient Pasolini ou Sartre. Alors aujourd'hui, c'est Dieudonné et Éric Zemmour, pour ce qui est du réel. Et c'est Pacino ou Joe Pesci pour ce qui est de l'imaginaire. Mais tout ça, c'est la même logique que l'art contemporain. C'est pas du tout notre époque et une décadence, et avant c'était bien. C'est pour ça que le schème de l'héroïsme transgressif est arrivé à saturation. Quand Rimbaud ou Genet défendaient, sublimaient les figures des voyous, des truands, des petits tueurs, etc., il y avait des raisons éthiques, politiques, non triviales. En philosophie, on a mis un peu plus de temps pour s'encanailler. Des gens comme Walter Benjamin, Debord ou Foucault se sont aussi intéressés à la petite criminalité en termes éthico-politiques. Dans le cas de Benjamin ou Debord, je pourrais expliquer ce que j'entends par là dans la discussion, dans le cas de Benjamin ou Debord, c'était dans un esprit un peu de marxisme hérétique. Je vous expliquerai pourquoi je dis hérétique tout à l'heure. Alors aujourd'hui, c'est plutôt Tony Montana, ou les Sopranos, ou la star du rap, etc. Bon. Alors il y a ça d'un côté, c'est-à-dire cette héroïsation du truand, du gangster, etc., mais qui avait quand même été annoncée par une partie de la poésie et de la grande moderne, Rimbaud, Genet, etc. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a ce phénomène, alors là c'est plutôt Dieudonné, Éric Zemmour, etc., le mariage pour les anti-mariages pour tous. D'un autre côté, à partir du moment où des conquêtes émancipatrices, des conquêtes qui avant étaient transgressives, se sont sédimentées, voire étatisées, comme la supposée péremption du racisme, la supposée péremption de l'antisémitisme, la supposée péremption de l'homophobie, eh bien, évidemment, il y en a toujours un qui arrive, et bien ça aujourd'hui, et qui dit, eh bien ça aujourd'hui c'est la règle, et donc moi, qui vais être raciste, antisémite ou homophobe, eh bien je suis un héros transgressif. Je fais des quenelles de ralliement anti-système, et il y a tout un tas de personnes qui leur emboîtent le pas, qui lui emboîtent le pas, qui emboîtent le pas aux gens comme ça. D'où cette sensation qui est l'affect, la Stimmung, comme on dit en allemand, de la postmodernité même, que nous n'avons plus de héros transgressifs, mais comme d'habitude, des parodies, des avatars, plutôt antipathiques, de héros transgressifs. Alors ça me fait penser au colloque qui a eu lieu sur mon travail l'année dernière, à Normal Sup, et à la fin, il y avait ce jeune homme plein d'avenir, il s'appelle donc Martin Fortier, et qui a fait tout un texte sur justement la transgression. Donc il parlait en premier lieu de ces transgresseurs héroïques, et ensuite il parlait des gens comme Éric Zemmour, Marine Le Pen, Dieudonné, les anti-mariages pour tous, et qui disaient, et donc allons jusqu'au bout, c'est-à-dire les fanatiques religieux, les islamistes, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, autant ce qui était transgressif, c'était de mettre une crête, de s'habiller en punk, de mettre des impingles à nourrice, etc. Autant aujourd'hui, c'est vrai que c'est plutôt quand on voit une fille avec une burqa, et ce sont souvent des jeunes femmes qui n'ont pas de problème, contrairement à ce qu'on dit, psychosociologique particulier, simplement elles ont la sensation, comme avant on s'habillait de manière excentrique, là l'excentricité, ce qui est choquant, c'est vraiment de mettre une burqa. Donc dans le texte de Martin, c'était un peu ça.
je ne pense pas le vexer, parce que ce n'est pas la première fois qu'on lui dit qu'il a un côté parfois provocateur anarchiste de droite. C'est-à-dire, il disait bien, attention, il ne s'agit pas du tout de dire que ces gens sont sympathiques, mais son argument qui est très puissant, il disait ce que les transgresseurs, qui sont quand même en gros les fachos, les provocateurs un peu d'extrême droite, disent aux transgresseurs premiers, ils leur disent, mais vous, votre acte, il est arbitraire, la sexualité libre, c'est arbitraire, et moi, mon acte est aussi arbitraire que le vôtre. Alors, je compte bien déconstruire l'argument de Martin, il faut vraiment entrer au fin fond de cette question de transgression de législation, c'est ce qu'on fera dans les prochaines séances, mais il est vrai, voilà, Martin avait bien résumé, en tout cas l'impasse où on se trouve aujourd'hui sur cet héroïsme de la transition, qui a réellement été héroïque et obtenu des résultats considérables pendant près de 2 siècles. Alors, le mal de tête s'arrête pas quand on se rend compte, quand on s'avise, comme me l'a justement signalé un monsieur lors de la seconde séance, si je me souviens bien, la séance justement sur la question de l'ironie, de la parodie, en me disant que des figures décisives de l'art contemporain au sens large, comme Lautréamont et Duchamp, étaient d'ores et déjà de grands ironistes, de grands parodistes. Mais justement, j'ai jamais rien dit d'autre. J'ai toujours insisté dans mon travail et dans ces séances sur le fait que s'insurger contre notre temps comme étant simplement l'époque du parodique généralisé, du simulacre généralisé, du spectacle, etc., c'est justement faire fausse route. C'est du platonisme faible, et tout ça, il faudra en discuter, c'est un immense débat inconscient avec le platonisme. Pour l'accent que nous avons mis spécifiquement aujourd'hui, en effet, l'héroïsme transgressif dans l'art, l'éloge paradoxal et souvent sarcastique des figures du mal, c'était évidemment déjà une opération ironique, par laquelle des Sade, des Baudelaire, des Rimbaud ont organisé une immense parodie des figures qui avaient jusque-là monopolisé l'art historique. C'est-à-dire qu'avec Sade ou Baudelaire, ou plus tard, dans l'espace plus conceptuel, Benjamin ou Bataille, on place la prostituée, la fille de mauvaise vie, la débauchée, à la place de la muse, à la place de la vierge, à la place de la princesse immaculée des poètes classiques. On place le crime abominable à la place du haut fait d'armes noblement sacrificiel. On place le petit voyou, comme dans le rap, à la place du grand militaire héroïque, conquérant pour son pays, défenseur de sa famille, etc. Donc le parodique s'avère n'avoir pas du tout été une prérogative, une caractéristique de notre seule époque postmoderne depuis 3-4 décennies. La postmodernité, c'est le résultat de toute la modernité, qui dès le début, sauf que de manière inconsciente, aveugle à elle-même, s'est placée sous le signe de la parodie. Et en effet, avec des gens comme Lautréamont ou Duchamp, cette puissance subversive, discrépante du parodique généralisé, ça sera très évident aussi avec les situationnistes, chez qui la pratique du détournement était fondamentale. Donc il y avait un gap, comme ça, une schise chez Debord entre un platonisme de condamnation des simulacres et des images, et en même temps un éloge de la répétition, du détournement, du second ou troisième usage de la même chose. Cette puissance, avec des gens comme Lautréamont ou Duchamp, et plus tard les Situ, devient conscience d'elle-même, ce qu'elle ne semble pas encore avoir été tout à fait avec ça des Baudelaire. Encore que, il faudrait évidemment examiner très attentivement dans chaque cas. C'est-à-dire que, autre exemple, quand Genet parle des petites brutes musculeuses et stupides qu'étaient ses amants, des petits tueurs, des petits voleurs, et qu'il en parle avec des thèmes élégiaques, sublimes, comme Dante parlait de Béatrice ou Pétrarque parlait de l'or, il y a évidemment toute une éthique provocatrice, sarcastique, une perversion parodique de l'art poétique classique, mais il y a une éthique quand même, qui apparaîtra dans la suite de la biographie de Genet, les 30 dernières années de sa vie, où il écrira presque plus, sauf à la fin, un peu comme moi depuis 2 ans, les 30 dernières années de sa vie, où il s'engagera auprès des Black Panthers ou des Palestiniens. Pourquoi ? Évidemment, c'est très simple, non pas à comprendre, mais disons à résumer. Je peux relire personnellement Virgile absolument tous les jours, je peux écouter le Didon et Aîné de Purcell jusqu'à mourir étouffé dans mes larmes, mais toutes ces histoires d'amour sublime entre chefs guerriers héroïques et princesses super vertueuses, pendant des millénaires, on nous a caché qu'il y avait un prix très lourd à payer. Pour un général en chef, des milliers de sacrifiés dans des conditions atroces,
pour un roi, des milliers d'esclaves, de gueux, de domestiques, pour quelques magnifiques dames de la noblesse, des milliers de domestiques, de locteuses, de prostituées, sur qui les hommes passaient les instincts qu'ils ne pouvaient pas passer sur celles de la haute ou sur leurs épouses. Donc voilà la problématique qu'on va, aborder les prochaines fois, c'est-à-dire que là j'ai donné simplement le diagnostic, le symptôme, la phénoménologie contemporaine de cette question de la transgression, et la prochaine fois on entrera dans le vif du sujet, ça veut dire dans le concept même qui explique de manière un peu différente, je dirais, de la manière dont on procède habituellement, cette question de la transgression législation. Merci. Mehdi, c'était un très bel exposé, donc voilà, moi on dirait quelque chose de, je sais pas, peut-être être en avance sur ton programme, mais si je pense à un texte de Foucault sur la transgression, finalement il règle la question sans doute trop vite en disant la transgression n'existe pas, c'est juste un temps, c'est pas forcément un espace d'ailleurs, c'est un moment, c'est un éclair dans la nuit. Bien sûr, c'est une formule, avant ça, il nous prépare le terrain en disant oui, parce qu'il n'a parlé que de ça par ailleurs. Oui. Mais bon, il a un argument massif qui est de toute façon, en fait, Dieu, la mort de Dieu fait qu'il n'y a plus rien à transgresser, pour le dire bien sûr très vite. Tout est comme ça un petit peu de l'ordre de ce qui n'est plus sacré, donc il n'y a plus grand-chose à transgresser. Il reste quand même toujours la limite comme son propre mouvement. Encore une fois, ça se situe dans le temps, dans ce qui pose beaucoup de problèmes, parce que ça pourrait être donc une forme d'époquée ou d'explosion. Mais voilà, donc ce serait un petit peu pour tenter d'être avec toi quand tu dis qu'aujourd'hui il y a moins de héros, qu'en gros il y a moins de conduites transgressives. En fait, je pense qu'il y a justement des conduites transgressives qui ne sont pas les opérations souveraines forcément de bataille ou qui nous plaisent pas. On aurait préféré que ce soit ça, mais c'est peut-être pas ça aujourd'hui. Est-ce qu'aussi c'est pas aussi parce que le mal, c'est une formule, c'est encore, mais ce serait pas démocratisé tout simplement. C'est finalement des héros. Pourquoi il y aurait des héros, des grands braqueurs quand il y a des braquages partout? Enfin, quand on vit là-dedans, y compris les images qui rapportent ça en permanence. Donc voilà. Absolument, mais là où il faut mettre l'accent, c'est de ce point de vue-là, au niveau purement empirique et en Occident, hein, dans l'Occident prospère, la démocratie, etc. Là, mon voisin, il écoute tout le temps, je m'en plaignais tout à l'heure, enfin, il écoute tous les soirs beaucoup de reggae, mais vraiment, Jara Safari, enfin, je ne sais pas comment je vais faire, je vais aller dans ce studio. Mais on a envie de dire à tous ces gens qui écoutent du reggae et qui ont l'impression que c'est invitation à la vie cool, on a envie de dire, allez en Jamaïque, c'est un des 3 pays au niveau de la concentration de la violence les pires au monde. On peut pas dire qu'en France, en Italie, il y a beaucoup de... C'est surtout quand même au niveau du spectacle de la violence, donc de cette démocratisation, en effet, de cette popularisation, c'est de dire ce qu'on prophétisait des Sade, des Baudelaire, etc., bon, maintenant, c'est absolument partout. Donc il ne s'agit pas de dire ils ont eu tort ou non, ils nous ont dit quelque chose, et cette démocratisation, cette spectacularisation, cette généralisation comme ça du spectacle du mal, et du spectacle, disons, si ce n'est de l'héroïsme transgressif, en tout cas de la transgression, continue à nous dire quelque chose. C'est-à-dire que mon rapport n'est pas critique, surplombant, etc. C'est au contraire à l'intérieur même de la chose qu'on a une chance peut-être de en sortir. C'est pas... Un premier élément de réponse pour moi, c'est... et tout reste à faire, en tout cas, au niveau c'est que l'histoire, en effet, dans le domaine strict de l'art de l'héroïsme transgressif, est probablement finie, dans les termes dans lesquels, en tout cas, on en a parlé aujourd'hui. En politique, parce que c'est ça aussi que j'ai parlé, qu'est-ce que la religion ? C'est un art politisé ou c'est une politique au moyen d'un art? C'est rien d'autre, une religion. Donc, c'est un mot que j'ai pas beaucoup prononcé dans cette conférence, mais, et comme on le voit aujourd'hui, justement, avec ces grands précurseurs, l'art donne toujours une politique. Alors, c'est pas forcément une politique au sens strict, au sens d'un parti, même s'il serait souhaitable que ça le devienne, mais ça donne toujours une organisation de la société. C'est-à-dire ce spectacle du mal a donné une organisation de fait de la société. Ce qu'avait prophétisé Sade ou Baudelaire, c'est territorialisé aujourd'hui.
Donc la solution, elle est déjà là. C'est-à-dire que dans le domaine strict de l'art, je pense que l'histoire de l'héroïsme transgressif est finie. Dans le domaine strictement politique, la vérité, c'est qu'on est d'une docilité. On est d'une docilité, d'un conformisme. Moi, je veux bien que la transgression n'existe plus, comme le disait Foucault. Il le disait en un certain sens que je comprends très bien. Et moi, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'instance, et tout le point est là, et tout mon travail est en complet accord avec ça. Parce que sur cette, comme j'ai dit dans des séances précédentes, les trois grands penseurs de la transgression, je ne vais pas dire avant moi, c'est Bataille, c'est Foucault, c'est Schurman, et c'est avec eux que je dialogue le plus sur cette question-là. Donc Foucault qui dit ça, il dit il n'y a pas d'instance transcendante qui décide de ce qui est transgressif et de ce qui ne l'est pas, ce qui nous met plus dans des bras sanglants qu'autre chose, parce que comme disait Dostoïevski très très simplement, si Dieu est mort, tout est permis. Ben, en effet. Mais moi, ce qui me... L'espoir est plus que de l'espoir sur le XXIe siècle, mais parce qu'en ce moment on est totalement anesthésié, c'est qu'au niveau strictement politique, on est d'une docilité. On consomme effectivement dans l'art toutes les formes de transgression, de violence, etc. On a l'esprit large, comme on dit. Dans notre comportement de citoyen, on est d'une docilité, c'est-à-dire en fait d'une... Alors, est-ce que la démocratie c'est la servitude volontaire de la Boétie? J'en sais rien, c'est pas en ces termes que... Je dirais que le déplacement, ça sera là. Ça veut dire cesser d'être purement et simplement des spectateurs passifs, je dirais, de la violence, des spectateurs défouloirs, cathartiques, etc. C'est pas du tout devenir violent, mais c'est la leçon à tirer de cette longue histoire de l'héroïsme transgressif dans l'art. Il faut qu'elle ait des résultats politiques qui soient pas simplement les résultats qu'on est aujourd'hui, qui soient une autre manière de faire avec la transgression de législation. Et là, je peux donner un exemple très très concret que je cite dans l'esprit du nihilisme, qu'on a discuté lors du colloque l'année dernière, et qui fait partie du même débat qu'avec Martin, qui est toujours un déconstructeur très fin, qui n'a pas... Mais il aime bien prendre les... Du coup, c'est un ironiste lui aussi, c'est-à-dire il aime bien prendre les discours des autres et les mettre en abîme. C'est ce qu'il appelle le péirastique, un mot très compliqué. Et donc il va dire, ah bon, bah, puisque c'est le système de Mehdi, c'est transgression-législation, moi je vais mettre en ami, mais je vais parler de transgression. Donc moi je lui ai dit, et je lui démontrerai un jour dans un texte, que le transgression, ça veut rien dire. C'est effectivement les fachos qui reviennent et qui disent, c'est les anti-mariages qui disent, bah nous on fait un anti-mai 68. C'est aussi révolutionnaire ce qu'on fait que mai 68. Et donc c'est une transgression. Il faudrait démontrer, il faudrait vraiment entrer dans le détail que transgression, ça n'a pas de sens. Donc là, je me perds un peu dans ma digression, comme souvent. Si, voilà, l'exemple qu'on a discuté, après je laisserai place à une autre question. Et bon, comme j'ai vécu très, très, très loin de tout pendant des années, j'ai pas mis à exécution ce projet, mais je continue à y penser. Cette question de la législation, qui est une question, je dirais que la politique à venir, cette manière d'hériter de l'héroïsme transgressif, ça sera déjà à plusieurs, ça je suis persuadé qu'il y aura plus d'héroïsme individuel, qui est encore hérité du romantisme, purement subjectif, ça sera forcément l'œuvre de collectivité, de solidarité. Alors, exemple très précis, dans la loi, si 49 personnes attaquent une banque, c'est un braquage. À partir de 50, c'est une émeute. Alors, personne n'a jamais fait un braquage à 50 personnes volontairement. Donc qu'est-ce qui se passerait? Et moi, les quelques artistes un peu connus, tout ça, il est évident qu'il faudrait que ça soit des artistes, des intellectuels, des journalistes, tout ce que vous voudrez, des scientifiques, enfin... Mais des personnes qui, comme dit Bourdieu, est un capital symbolique et s'associe à 50 pour aller, juste pour le montrer aux médias, casser une banque, prendre tout le fric, parce que c'est quand même le seul et unique problème d'aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir la Grèce, l'Espagne, sans parler du tiers-monde. Juste pour voir ce que ça donnerait. Alors là voilà une transgression qui serait éminemment politique, qui serait une démarche artistique, alors au sens de l'art contemporain, au sens il n'y a plus d'art ici ou là, mais... donc voilà un exemple très très concret, mais un exemple aussi qui en dit long sur cette docilité, l'air de rien. Nous qui sommes démocrates, libres, on fait ce qu'on veut, etc. Mais c'est pas vrai. Politiquement, on est d'une docilité, d'une passivité qui
qui est nouvelle. On ne peut pas la comparer à la servilité des gens sous les royautés ou la manière dont ça se passe dans les dictatures. Je suis moitié tunisien, je sais comment ça a fonctionné chez Ben Ali. Il est évident que dans les démocraties, ça ne fonctionne pas du tout pareil. Ce qui est quand même effarant, c'est cette docilité. Voilà. Alors là, comment je pourrais répondre et que une époque artistique donnée, ça donne toujours une politique donnée. Et pour l'instant, cette histoire de l'héroïsme transgressif, elle n'est pas simplement finie. Je n'ai pas simplement fait un tombeau. Un tombeau, voilà, le tombeau était vide, le héros transgressif n'est plus là. C'est pas simplement un truc, c'est fini, passons à autre chose. Non, c'est en s'en tirant le bilan intelligent de toute cette époque-là que on se frayera un avenir. Voilà. Oui, moi j'ai une question justement. C'était à propos justement, je trouve ça très éclairant cette idée de transgression, la transgression d'une transgression au carré. Parce que tu parlais du colloque qui avait été consacré à ton œuvre. Ce qui était très frappant, c'est que les normaliens, donc l'avenir intellectuel de la nation, pré-trentenaires, les normaliens de 30 ans moins des poussières, normal, avaient leur question, les trois, leur question c'était comment ressusciter la transgression. Et c'était vraiment Ils pensaient que j'allais être le messie de la transgression, ce que j'étais évidemment pas du tout. Et donc il y a quand même quelque chose d'une... Voilà, ce qui nous laissait avec qui fait évidemment écho à notre propre appétit pour la transgression, à notre propre jouissance pour la transgression. Et comme par hasard, 6 mois plus tard, les jeunes de France et de Navarre ont commencé à faire des quenelles. Mais précisément, est-ce qu'on pourrait dire finalement que les transgressions qui nous sont proposées aujourd'hui, si elles sont, tu disais, transgression, ça n'a pas de sens, j'entends, si ça n'a pas de sens, c'est de la pure jouissance. Est-ce que finalement le marasme politique dans lequel nous sommes serait que nous ne voyons pas les transgressions à effectuer, mais nous ne sommes focalisés que par des transgressions au carré, que des transgressions de transgression, donc une homophobie ou un racisme ou un antisémitisme qui s'opposerait à une bien-pensance. Là, j'ai pas de choses ouvertement prescriptives à dire. Tout ce que je peux faire, c'est comme d'habitude du descriptif pour aider à mieux comprendre déjà ce jeu de la législation et de la transgression. Ça, on commencera la prochaine fois. Après, éthiquement, mais il est évident qu'au sens strict, on ne peut pas revenir sur les libertés qui ont été conquises. On ne peut évidemment pas faire cause commune avec les transgresseurs de transgression, etc. On ne peut pas faire cause commune avec les transgressions comme ça, les quenelles, les choses comme ça, qui sont, alors pour le coup, des... Mais c'est au cas par cas, ça veut dire... comme ce braquage de banque, je prends un exemple dont on avait déjà parlé au colloque. Les Phimènes, les premières fois où je les ai vues quand elles étaient à Notre-Dame, je me trouvais ça un peu ridicule. Je me suis dit, bon, c'est vrai, c'est nana à poil qui hurle à Notre-Dame contre Benoît XVI. Mais après, quand j'ai appris leur parcours, qu'elles venaient de l'Ukraine, qui est une société super patriarcale, etc., là-bas, ça a un sens. En Tunisie, un peu après la Révolution, enfin non, c'était 2 ans après, mais l'année dernière, il y avait cette histoire d'une jeune femme. Là, en tant que Tunisien, j'ai été évidemment solidaire de cette jeune femme qui avait montré des seins nus contre le patriarcat arabe, néo-islamiste. C'est au cas par cas. Autant alors c'est très foucaldien ou c'est très situationniste. La transgression est toujours contextuelle et ensuite la transgression a toujours le sens éthique qu'on veut lui donner. Maintenant, si c'est pour tout ce qui a été un discours qui a imposé sur lui-même, qui a produit de bons effets, mais tout est permis, etc., il est évident que depuis au moins mai 68, on a touché du doigt l'impasse. Évidemment, tout est possible, on va pas... spécialement solidaire d'un tueur pédophile, etc., sous prétexte que la transgression, c'est systématiquement bien. Non, la transgression n'est pas systématiquement bien. Mais si tous les penseurs, tous les créateurs à l'exception de Sade, qui lui, encore aujourd'hui, reste original pour ça, parce que lui, il disait, non, mais le tyran, le bourreau, le Caligula, tout ça, c'est très bien. Tous les autres, ils ont plutôt dit, non, c'est les petits voyous, je vais les défendre parce que c'est des victimes. Et là-dessus, il y a
même dans le paradigme Tony Montana. Bon, d'abord, Scarface, c'est quand même un très très bon film, donc c'est une très bonne œuvre d'art. Et après cette popularisation, moi je ne vais pas dire à un jeune de banlieue qu'il a tort de fantasmer. Je ne vais pas lui conseiller Lénine à la place. Je pense qu'effectivement Lénine c'est autre chose, c'est plus intéressant. Mais de là où il est, je ne vais pas l'empêcher de fantasmer sur celui qui n'a aucune chance au début et qui veut donc transgresser toutes les lois. Parce que là, malgré tout, aussi antipathique que sur le personnage évidemment de Tony Montana, on n'a pas envie de le croiser au coin de rue. Éthiquement, c'est toujours la même chose. Qui est-ce qui a plus de sang sur les mains, même que évidemment qu'il faut le tueur pédophile en prison, mais qu'est-ce que c'est à côté du PDG d'une multinationale pétrolière? Et ça va jamais faire la une des journaux, ça va jamais scandaliser qui que ce soit, alors que c'est lui celui qui a le plus de sang sur les mains. C'est ça. Merci. Moi, ma question, ce serait plus, justement, vous avez commencé à l'aborder sur la question médiatique. Et finalement, est-ce que la transgression n'a pas forcément le même sens aujourd'hui, puisque vous parliez d'avatar et disons, d'une vision plus distante par rapport à ces figures de la transgression. Et du coup, est-ce que finalement, c'est comment dire, le rapport au jeu, c'est-à-dire de jouer avec les règles qui vont être médiatiquement proposées, ça dénature les figures héroïques. Mm-hmm. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas simplement une histoire de terrain de jeu à réfléchir plutôt que la transgression en elle-même? Oui, tout à fait. Alors ça, le jeu, ça sera vraiment pas pour tout de suite, parce que mon travail qui est essentiellement critique, le jeu, c'est la seule chose qui est un peu optimiste, qui est un peu positive dans mon travail. Et puis, il y a encore beaucoup de développement à faire. Et je me remets tout juste, grâce en partie à ce séminaire, à travailler après 2 ans de carrière. Donc, oui, il faut d'abord entrer dans le détail j'ai parlé d'avatar, mais si vous voulez, les avatars, c'est bien. J'ai rien contre les avatars en tant que tels. J'ai rien même contre la postmodernité, y compris dans ces aspects désespérants. Et parce que s'il y a quelque chose contre quoi je suis, c'est vraiment la nostalgie. Qu'est-ce qu'on préférait être à la Renaissance? À la Renaissance, vous croyez que c'était mieux? C'était que des boucheries, des tortures, des atrocités. Et ça a donné évidemment une peinture sublime. Mais vous voulez être dans les années 30, vous voulez être... Bon, les années 60, ça avait l'air 60, début 70, ça avait l'air un peu sympa. Bon. Mais c'est tout, il n'y a pas de nostalgie, et de toute façon, je m'élève comme... Parce que, alors, c'est là que les choses deviennent, non pas compliquées, mais complexes, exigeantes. C'est tout le sens de ma subversion, de ma démonstration. C'est que, premièrement, là-dessus, la religion a eu une intuition très forte. La science elle-même a une structure transgressive. Deuxièmement, cette transgression n'est autre que cette capacité mimétique dont on a parlé. Donc les avatars, j'ai rien contre. Je suis pour Aristote et contre Platon. Tant qu'on reste dans un paradigme platonicien de dénonciation du faux semblant au nom de la vraie chose, qui me paraît une impasse sans nom par rapport au monde d'aujourd'hui, qui me paraît quelque chose à des années-lumière de ce dont on a besoin d'aujourd'hui pour comprendre le monde tel qu'il est, et pour trouver des solutions, disons, un autre souffle. Donc c'est ça, la science a une structure transgressive, et c'est cette capacité mimétique, comme par hasard, c'est né chez les animaux, comme dit Aristote, l'homme est le plus capable d'imitation, et c'est pour ça qu'il est ce qu'il est. Comme par hasard, c'est les singes, en particulier les chimpanzés, c'est-à-dire nos plus proches cousins, qui sont les plus capables d'imitation. Donc, en tant que tel, j'ai rien contre les avatars. Toute la question est de ce qu'on en fait. Toute la question est de bien jouer. Alors, si on parle de jeu avec son propre avatar ou sa propre équipe d'avatars, parce que je suis plus que jamais persuadé que ça, c'est un des acquis de la modernité, du post-avant-gardisme, de la post-modernité. Les choses, pour une part, se font individuellement, bien sûr, un travail philosophique, mais individuellement, c'est pas parce qu'on écrit tout seul dans son coin qu'on est seul. Comme un de mes auteurs de prédilection, c'est Blanchot, c'était l'homme le plus solitaire qui ait jamais été.
il était toujours, c'est ce que Deleuze disait chez Godard, c'était une solitude peuplée. On n'est jamais seul quand on travaille. Alors en politique, c'est encore plus évident. Les solutions seront collectives ou ne seront pas. Bonsoir. Vous avez fait ma question va peut-être rejoindre d'ailleurs celle de monsieur. Vous avez fait un pont tout à l'heure entre l'ironie, alors j'aurais peut-être dû être là quand vous en avez traité plus directement, j'aurais dû, et la transgression. Et en fait, j'ai le sentiment, moi, mais peut-être que vous allez me détromper, que c'est justement très différent, la transgression et l'ironie, au sens où si je suis ironique vis-à-vis de vous, par exemple, je réclame une connivence, soit de vous-même, ce que je suis en train de raconter, ou d'une tierce personne, si ça vous dépend. Mais en tout cas, je ne suis justement pas dans la transgression, puisque j'attends de vous que vous compreniez que je ne dis pas ce que je pense, finalement. Oui, il y a une forme il y a un sous-texte qui est inversé, quelque part. Alors, est-ce que c'est pas justement, quelque part, l'opposé de la transgression? Et oui, je disais que ça rejoignait monsieur, parce que ce qu'on voit à la télé en ce moment, sans doute, c'est beaucoup d'ironie et très peu de transgression en ce sens-là. Absolument. Qu'il y a une connivence réclamée, finalement. Il y a une connivence exigée. Enfin, dans mon petit livre sur l'ironie, je parle beaucoup de cette nécessité de la connivence. J'en aurais parlé à la seconde séance si j'avais lu le texte. Alors j'espère que je me souviens pas bien que j'en ai bien parlé dans la discussion improvisée avec Philippe. L'ironie, oui, c'est causa mentale, et c'est mental, et c'est spirituel. Donc s'il n'y a pas la connivence, c'est quelque chose d'incorporel. C'est pour ça que c'est éminemment philosophique, stoïcien. Il y a des moyens, je pense, de nouer, comme on le voit justement avec Lautréamont, avec Duchamp, avec les situationnistes. Il y a aussi des moyens, mais là tout de suite, il y a eu des moyens en tout cas de lier la mise en abîme, l'ironie et la transgression. Ça peut aller ensemble. Alors quelle solution trouver pour demain pour contrecarrer, disons, cette ça, effectivement, j'en avais parlé dans les prochaines séances. Ça, c'est un des constats. Précisément, la philosophie contemporaine ne parle jamais de ça, alors que c'est un des phénomènes, comme on dit aujourd'hui, sociétaux, les plus voyants, qu'est l'obligation d'ironie, effectivement, télévisuelle. Alors ça, effectivement, on en avait beaucoup parlé dans la séance seconde. Et le truc, c'est pas juste de dénoncer l'ironie médiatique, etc. Moi, j'aimais beaucoup, je regarde plus les comiques d'aujourd'hui, je regarde plus la télé, mais quand j'étais adolescent, j'aimais beaucoup Les Nuls. Et aujourd'hui, sincèrement, si je revois certains sketchs Les Nuls sur YouTube, je trouve toujours ça aussi drôle. Et alors, par rapport à un terme que j'ai utilisé dans ces séances, que j'utilise dans mon travail, que j'utilise plus aujourd'hui, nihilisme démocratique, je trouve que Les Nuls étaient des grands chroniqueurs du nihilisme démocratique. Il a surgi dans les années 80. Mais ça continuait à me faire rire. Et ça me continue à me faire rire parce que dans leur iconoclasme même, dans leur nihilisme même, je trouve que c'est avec ce nihilisme qu'il faut travailler, pas contre. Alors, ça ne veut pas dire tout lui concéder, mais ça veut dire comprendre de quoi ce nihilisme-là, si c'en est un, et si le nihilisme est une notion pertinente, ce que je ne crois pas. Moi, je préfère expliquer pourquoi il y a ça, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi il y a ce fanatisme épocal, très très nouveau historiquement, d'aujourd'hui. On a beaucoup parlé de ça, de cet impératif catégorique de se moquer de soi-même, de ne pas se prendre au sérieux, de cet impératif d'ironie. Donc, quand j'étais jeune et enfiévré et oi, comme je disais, j'aurais plutôt dénoncé ça, si vous voulez. Maintenant, je préfère décrire et comprendre pourquoi on en est arrivé là que de tout de suite juger et dénoncer. Si j'aime pas, j'évite. Si tous ces comiques et tous ces spectacles télévisés m'ennuient, ben je les regarde pas. Mais après, j'essaye de comprendre la phénoménologie de l'époque, tout simplement. Je pense le pas supplémentaire à faire se fait plus dans une compréhension de la symptomatologie de l'époque que dans une dénonciation. Des dénonciations, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de livres de dénonciation, et c'est sans effet. D'ailleurs, c'est un des droits démocratiques, voilà, c'est comme dit un proverbe assez cruel, la dictature c'est ferme ta gueule, la démocratie c'est cause toujours.
Et on en est toujours là, c'est vrai. Sous Ben Ali, il n'y avait pas beaucoup de livres de dénonciation, ça c'est sûr. À part Taoufik Ben Brik, que je salue au passage. D'autres questions ? Puisque personne n'en pose, je prends un peu tout ton parole. En fait, toi, tu parles de docilité sur le comportement d'aujourd'hui, enfin de l'homme d'aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que ce soit ça, ou c'est une docilité très partagée, à mon avis très assumée. Il faudrait voir on est docile par rapport à quoi, enfin, par rapport à quel maître aujourd'hui, quels sont les maîtres aujourd'hui, ça on retombe dans la question de la transgression finalement. Donc je ne sais pas, moi je pense aussi que des explications comme ça qu'on peut donner, bon parce que c'est dimanche, hein, c'est pas sérieux, mais est-ce que le fait que malgré tout on a peut-être plus de choses qu'avant au niveau de la décision depuis la fin du théologico-politique fait aussi que on a plus de choses finalement, on s'est peut-être approprié plus de choses et que je ne sais pas, qu'il y a peut-être moins de choses à découvrir, même au sens des grands aventuriers, de la découverte des mers et du vaste monde. Donc tout ça peut faire aussi qu'effectivement la fin du sacré, d'un certain sacré, et pas seulement celui qui est lié à Dieu, fait que finalement on est quand même dans une société aussi très très libéraliste au sens de Tocqueville, du chacun pour soi, qui est vu par certains quand même comme une vraie réappropriation. On le voit aussi dans même ces questions de mariage gay, de filiation, qui ne sont pas des fausses questions qu'à mon avis on ne résout pas en disant l'ennemi est un imbécile, mais voilà. Donc ça aussi c'est peut-être quelque chose. Enfin la fin d'une forme de transcendance politique, religieuse, voilà quoi. Donc il nous reste que la limite finalement une fois de plus. Donc c'est très dangereux parce que la limite c'est aussi le mal radical gratuit. Alors, mais c'est pas une question. Hein, sur le mariage gay, tu dis pour amorcer un petit peu ce qui sera le travail des séances prochaines, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on fait souvent justement, il faut pas se battre avec ces gens en leur disant mais non, notre sexualité est normale, ou alors leur dire nous on est transgressif, on est subversif, on est queer, contre votre sexualité à vous hétéronormée. C'est exactement pour moi ce qui serait subversif, c'est de démontrer que toute la sexualité humaine est par définition pervers. Donc que le mariage c'est pervers, la famille c'est pervers, c'est une perversion de la plupart des lois animales, et les animaux qui fonctionnent un peu comme nous, ils ne fonctionnent pas tout à fait comme nous. Il faudrait étudier au cas par cas les chimpanzés, les orang-outans, les oiseaux, mais il n'y a rien, et surtout les couples hétéros bontins qui ne procréent qui ne cohabitent que pour la procréation et ça. Même ça, c'est pervers. C'est-à-dire, il faut le leur démontrer. Ça, c'est un élément, disons, qui annonce ensuite sur la première partie de ta question. Alors là, il me semble, quand tu dis on s'est tout approprié, on a tout fait, etc. Pour moi, ça reste, et ça. C'est plutôt par rapport à ce qu'on a dit dans les séances précédentes, mais la séance d'aujourd'hui étoffe le dossier. Ça, pour moi, par contre, c'est une vraie péremption de l'idéologie avant-gardiste, donc romantique. Et c'est quelque chose que je me disais cette semaine de tout simple, mais en préparant tous ces textes. C'est vrai qu'un artiste, un peintre, un musicien, avant la césure de la Révolution française, et donc avant l'avènement du romantisme, puis de l'avant-garde, qui sera une sorte d'épuration, de radicalisation du romantisme, avant ça, jamais un artiste va se dire « je vais briser toutes les règles du passé ». Un peintre respectait les règles de ses maîtres et ajoutait son petit truc à lui. Mais personne ne se serait jamais dit, c'est le schéma dont on a beaucoup parlé, suppression, conservation, etc. Personne ne se serait jamais dit « faisons table rase ». Ça, c'est l'idéologie de la modernité, et c'est celle-là qu'on paye aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est ça que je veux répondre à ce que tu dis, si on se dit aujourd'hui « oulala, tout a été fait, il n'y a plus rien à transgresser, il n'y a plus d'innovation possible, etc. », c'est parce qu'on a été dopé pendant 2 siècles, et surtout dans le siècle qui vient de s'écouler, le XXe, par une idéologie du dépassement perpétuel, de l'innovation toujours plus radicale, de la table rase absolue, et puis surtout de l'événement, et des gens comme Badiou et Meillassoux, quel que soit leur immense talent, restent dans leur méditation sur l'événement prisonniers de ça, et réflexifs de ça, de cette idéologie de la modernité. C'est-à-dire, si on se dit
ce que tu dis là, c'est encore une mélancolie, je dirais, post-avant-gardiste pour moi. C'est-à-dire, c'est quand on aura cessé de penser comme ça que quelque chose sera à nouveau possible. Parce qu'un des phénomènes un peu... Je vous laisse dans 30 secondes, je finis. Et un des phénomènes les plus frappants de la postmodernité, c'est que précisément à force, on en a déjà parlé, c'est à force, la postmodernité comme parodie de l'avant-garde, c'est qu'à force d'avoir tout dépassé, d'avoir brisé toutes les règles, etc., on n'a plus que l'art contemporain qui est justement une exposition des déchets, une exposition des restes, une exposition des décombres, une exposition de précisément tout ce qu'on avait détruit et qui nous reste sur le bras. Ça veut dire ce dépassement que 2 siècles idéologiques nous a promis, qu'on allait supprimer sans reste le monde d'avant, en art comme ailleurs, ce monde qui a été supprimé nous reste sur le bras. Et là, je suis persuadé, alors là je ne vais pas faire de... Parce que c'est pas individuel, c'est pas subjectif, c'est pas moi un jeu, je suis persuadé qu'il y a une nouvelle manière de réfléchir, c'est-à-dire pas simplement revenir aux artistes, pour ne prendre que le paradigme de l'art, d'avant la césure, la Révolution française, d'avant le romantisme, etc. C'est évidemment avec le romantisme que s'esquisse, mais avec l'avant-garde ça devient vraiment clair, avec cette figure du héros démiurge, du héros prométhéen, qui invente toutes ces règles à lui et qui donc fatalement va briser toutes les règles anciennes. Ça fonctionne jamais, on le sait aujourd'hui comme ça. On peut prendre l'exemple de Schoenberg dans la musique, qui est présenté par certains comme justement celui qui a brisé toutes les règles, etc. C'est pas vrai. Schoenberg était beaucoup plus lucide que bien de ses commentateurs. Il disait « je suis un conservateur qu'on a obligé à devenir révolutionnaire ». C'est-à-dire, lui, son musicien préféré, c'était Brahms, qui était le musicien considéré comme le plus sage, le plus calme, le plus respectueux des formes classiques possibles. Et même chez Brahms, il y a des... Alors, les musiciens d'avant la césure, dont on parle, voilà, c'était l'invention de la polyphonie, l'invention du contrepoint, etc. C'était des inventions, mais qui s'ajoutaient à ce qui... Ils n'avaient pas cette illusion, qui est vraiment l'illusion dont on doit se réveiller. Et ce qu'on doit trouver, c'est un nouveau paradigme qui soit pas simplement, quel sera-t-il? Je ne sais pas encore. Mais je pense que c'est comme ça qu'il faut problématiser la chose pour une époque tout simplement. Là, oui, pas de fausse modestie, parce que c'est pas individuel, c'est pas égotiste. Un nouveau paradigme épocal, quoi. Voilà. Merci. Bonsoir. Quand vous parlez de la Révolution française, moi j'ai l'impression, je vais être très négatif, mais par rapport à l'espoir que vous développez, que ça puisse aller mieux d'une manière ou d'une autre, j'ai l'impression que ça vient de plus loin que ça, et dans mon imagination à moi, j'ai l'impression que tout ce qui est du sarcasme, de l'ironie et de la transgression, pour moi c'est le stade où on en est arrivé à la suite d'un individualisme qui, à mon avis, vient de plus loin et qui vient, en fait, je pense, du passage de la Renaissance, de la fin de la Renaissance. Comme si toute notre histoire, en tout cas en Occident, parce que c'est la seule que je connaisse, nous amenait comme ça à se trouver de plus en plus individuel, et forcément, à un moment donné, pour se différencier, il n'y a plus qu'à taper sur tous les autres. Tout à fait, mais ça aussi, je pense, s'il y a une telle crise, disons, de la politique d'émancipation de la gauche aujourd'hui, c'est que là aussi, il y a beaucoup d'illusions dont on a déjà parlé. C'est ce que j'ai appelé le pléonectique. Alors, le pléonectique, c'est un mot assez compliqué qui veut dire avoir plus. C'est la puissance d'avoir plus, c'est ça. Si on est, je dirais, lucide, honnête, je sais pas comment dire, objectif par rapport à là d'où on vient, c'est-à-dire à l'événement de la vie, c'est vrai que dans le stade vital, et les gens de droite, les capitalistes furieux, se priveront pas de dire, mais vous voyez, on est comme les animaux, celui qui aura plus, le gros mange le petit. Enfin, cela dit, même Mao Tse-tung disait, le gros poisson mange le petit. Donc, à quel saint se fier? Il n'y a plus de saint. J'ai simplement dit, et ça j'en suis convaincu, une des illusions dont on doit sortir, c'est cette illusion d'une certaine gauche radicale ou d'une certaine gauche pseudo-gentille, et la question du jeu, c'est celle-là pour moi. Le jeu, c'est toujours une mise en forme du pléonectique. C'est jamais une suppression de la pulsion d'appropriation qui existe bien évidemment chez tous les animaux, chez toute forme vitale, même chez les plantes, il y a une forme de pléonecticité. Et l'être humain, depuis l'homme de Cro-Magnon, les Néandertaliens, c'était des primates parmi d'autres, qui ont resté les mêmes comme des vaches pendant des millions d'années.
Alors ça aussi, c'est philosophiquement passionnant. Comment, en 55 000 ans, et encore plus depuis l'écriture, et encore plus avec la technologie contemporaine, alors ça en dit long sur aussi une péremption de l'avant-gardisme, qui était quand même un discours de la nouveauté, etc. Alors de manière superficielle, on va dire, ah oui, mais aujourd'hui c'est la pub, c'est les médias qui nous tiennent un discours tronqué sur la nouveauté. Non, les choses sont beaucoup plus profondes que ça. Il est évident qu'en 55 000 ans, d'anthropologisation, de domination anthropologique sur le monde, il y a eu plus d'innovation que probablement des centaines de millions d'années que juste la clôture vitale. Et que la question du mal dont je parle n'est pas indépendante de cette question, de cette explosion qui s'est passée avec l'homme de Cro-Magnon, jusqu'à nous compris. Donc, tout ça pour dire, je suis d'accord avec vous que ça remonte à beaucoup plus loin, et qu'il y a beaucoup de... Mais... il y a beaucoup d'illusions desquelles se débarrasser, mais j'arrive pas à... Comme je réfléchis pas tellement en termes d'optimisme ou de pessimisme, j'arrive pas à partager non plus votre pessimisme, parce que je pense pas, contrairement à ce qu'il dit, que c'est depuis hier que ça va mal. Je pense qu'en effet, ça n'a jamais été très très bien. Je pense que justement, plus j'y pense, plus ce document archaïque qu'est la religion, qu'est la Bible, dit des choses quand même que n'a pas dites la philosophie, et qui aujourd'hui, avec la crise écologique, c'est vrai que d'un côté, j'ai dit, en 55 000 ans, il y a eu beaucoup plus de nouveautés qu'en des centaines de millions d'années par le seul règne animal, à part évidemment les règles de l'évolution et les règles de la sélection, ces règles qui sont aveugles à elles-mêmes, justement. Il n'y a qu'avec l'être humain que les règles cessent d'être aveugles à elles-mêmes, et ça s'appelle la science. La science, c'est la mimésis, c'est l'imitation des règles. Mais... Le mal surgit avec cette histoire du Cro-Magnon, surgit ce document qu'est la Bible. Effectivement, on dit le paradis sur terre, le paradis originel. Il est sur terre, le paradis. La Bible ne dit pas, il est ailleurs. C'est bien plus tard, avec le christianisme, avec saint Augustin, qu'on parlera du paradis en haut. Quand le Christ dit dans les évangiles, il dit le royaume des cieux. Moi, j'ai lu la Bible en entier il y a une dizaine d'années. En ce moment, j'ai très envie de refaire une lecture exhaustive pour des raisons assez évidentes liées au travail. Il n'y a pas moyen de savoir s'il parle d'un autre monde. Il parle d'un trip immédiat. Il dit le royaume des cieux, c'est tout de suite, on va décoller. Le royaume des cieux, c'est pour les enfants innocents, ça veut dire ils sont heureux ici et maintenant. Le Christ parle jamais d'un monde qui va venir, ou quand il en parle pas forcément dans les termes où ça deviendra le paradis au sens de Dante, c'est-à-dire quelque chose qui a lieu après la mort, etc. Mais voilà, pour moi, c'était ce que j'ai dit dès la première séance. Je suis fidèle aux philosophies négatives là-dessus, c'est-à-dire le grand réveil. Il n'y a pas d'âge d'or. Ça a toujours été la catastrophe. Et c'est plutôt des illusions qui sont dans notre esprit... Comme avant c'était bien, et puis avant il y avait de l'espoir politique, mais maintenant, oui, mais pourquoi il a échoué cet espoir politique? Peut-être parce qu'idéologiquement, il y avait des... Et c'est ce que j'ai dit, la singularité absolue historique du communisme, et ça n'existait même pas dans le christianisme, ou l'islam, ou les autres religions, c'est vraiment pour la première fois, on a voulu abolir complètement le pléonectique. Donc, concrètement, ça a donné de bonnes choses, de bons élans, des belles révolutions, mais ça a aussi donné des États atroces, des massacres abominables, etc. Tout ça au nom, et souvent très hypocrite, d'une abolition de la propriété chez tout le monde. C'est hypocrite parce qu'évidemment, il y avait une nomenclature qui s'appropriait au détriment de tous les autres et autrement. Enfin bon, il faut venir à toutes les séances parce que c'est comme un puzzle. À chaque fois, je vous donne un morceau, et c'est pas un puzzle au sens bordélique, c'est un vrai tableau à la fin, et c'est à vous de reconstituer les morceaux. Merci. Bonsoir. En fait, ma question, c'est pour rebondir par rapport au commentaire qu'avait fait le monsieur tout à l'heure. Vous disiez qu'on s'était approprié à peu près tout, on s'était réapproprié tout, et je me demandais en fait, il y a un économiste devenu philosophe, Frédéric Lordon, qui dit que l'entreprise tend C'est les spinozistes, là. Voilà. Ouais. Qui dit que l'entreprise tend à s'approprier le désir des salariés. Donc bon, je suis qu'étudiant, donc mon expérience en la matière est nulle, mais bon, si j'en crois votre parcours, on est
Je suis pas sûr que... Je sais pas J'ai jamais été étudiant. Non, mais- Aujourd'hui, j'ai reçu une lettre très sais agréable pas si- que vraiment quelqu'un qui disait sur... il disait quand même... il me disait des trucs très gentils sur mon travail. Il disait quand même... mais j'ai jamais été étudiant. Voilà. Non, Alors mais évidemment, c'était par un rapport, Américain, un universitaire américain qui me disait ces choses très gentilles. Venant d'un Français, je peux toujours me brosser encore 10 ans, je crois, avant d'avoir Ah des non, compliments non, aussi gentils. Pas du tout, je suis pas sûr, je suis pas en admiration devant l'université, je pense qu'au contraire, l'avenir de Non, mais j'y ai la pas philosophie ça, de la littérature se trouve en dehors des cadres universitaires. Mais donc c'est pour avoir votre avis par rapport à cette question, sur le fait que l'entreprise, selon moi, s'approprie le désir de ses salariés, ou tant à ce que le désir des salariés soit collinaire avec le désir de l'entreprise. Je suis désolé de mathématiser ça. Pour moi, là, je suis beaucoup trop lacanien ou deleuzien ou spinoziste ou philosophe, donc je ne comprends pas en tant que spinoziste. Je comprends pas. Il faudrait que je le lise pour vraiment commenter, parce que là, le désir existe jamais tout seul. Donc, à partir du moment où quelqu'un travaille, je veux bien croire qu'en effet, il soit exproprié, tordu par son entreprise. Bon, c'est un monde que je connais mal. J'avais vu un documentaire comme ça, alors où ils prenaient un ballon de foot et ils allaient dans un stade, et tu comprends l'entreprise, c'est comme ce ballon. Alors ils prenaient un air, mais vraiment de gourou, quoi. Tu dois être comme Zidane dans ton entreprise, devant ton ordinateur. Oui, Enfin, voilà des choses. Ça, c'est, oui. Bon, si c'est enfin, ça. Il y a des fois des entreprises qui ont un secteur qui s'appelle fun, pour que les salariés soient heureux dans leur travail, et que la vie se réalise en fait dans l'entreprise, et que sur cette question, pas d'exutoire ailleurs. Alors pour parler du côté jeu, justement, qui est très important dans mon travail, mais dont je parlerai à la fin, il faut vraiment installer cette dialectique de la législation, de la transgression. Ça, je les ferai dans les prochaines séances. Donc en effet, alors toujours Martin Fortier, ce jeune homme qui des fois, on traite parfois d'anarchiste de droite, parce qu'il a des discours un peu... il est très dans le relativisme culturel. Donc pour lui, la justice, les trucs comme ça, il dit oui, mais dans telle tribu... le machin, un tel vit dans la crasse, il est très bien comme ça. Bon, c'est évidemment en Inde, alors j'ai envie de lui dire, est-ce que je suis peut-être un peu occidentalo-centré avec mon idéalisme de justice et d'équité, mais est-ce que c'est vraiment... voilà, ça, c'est des discussions qu'on continue à avoir, mais c'est toujours comme ça, ils relativisent en disant oui, mais dans telle autre tribu, c'est toujours du relativisme anthropologique en disant oui, mais ta valeur de justice, d'égalité, d'équité, de machin, de pauvres, de riches, dans telle société, ça fonctionne comme ça, et ça fonctionne très bien, parce qu'il n'est pas prouvé. Peut-être que les gens dont il parle souffrent atrocement. Voilà, donc pour parler de... je le citais parce qu'il disait, il disait justement, mais le capitalisme en lui-même, c'est pas un problème, c'est juste, c'est pas assez ludique, c'est pas assez ludique. Donc lui, il était persuadé que bon, le capitalisme, étant donné ce que dans un livre récent, Nancy, voilà, il a dit, c'est une phrase toute simple, mais qui m'a vraiment beaucoup frappé, un livre sur Blanchot, là, qui vient de sortir. Il dit, voilà, notre problème, c'est aussi, c'est courageux de l'écrire aussi simplement, l'impossibilité de trouver quelque alternative sérieuse que ce soit au capitalisme. C'est les tentatives qui ont été un peu radicales et que donc défendre Badiou, Zizek et consorts se sont effondrés. Et je crois qu'un des points clés, c'est une des choses dont on a parlé, c'est vraiment un problème métaphysique de toute la pensée marxiste, époque marxiste. C'est vraiment une sous-estimation ontologique de la dimension tout simplement pléonectique qui nous constitue. C'est-à-dire que penser à une société où le jeu de l'appropriation et de l'expropriation n'existerait absolument pas, ça a été une illusion. C'est une illusion qui s'est avérée mortifère. Ça ne veut pas du tout dire, évidemment, que le capitalisme, sans parler des fascismes, ne le soit pas. Mais en tout cas, le rêve soi-disant gentil, positif d'une société où il n'y aurait pas du tout d'appropriation et d'expropriation, ça, c'était une illusion. Donc la question qui se poserait, je dirais, d'une société, d'un renouveau déjà de la réflexion, et puis de projets à nouveau viables, ça serait tout simplement où le jeu de l'appropriation et l'expropriation, justement, devienne un jeu.
et deviennent pas un jeu injuste, sanguinaire, dépressiogène, ou comme dans les jeux effectifs qui existent déjà. Le jeu, c'est ça, c'est la catharsis du pléonectique. C'est le seul endroit. Les autres arts, c'est des catharsis de choses bien précises. Le jeu, si on considère que c'est une forme d'art, ce qui est mon cas, c'est déjà le cas des Grecs ou de Hegel, même s'il n'a pas fait de philologie du sport ou des échecs, des champions d'échecs. Le jeu est la seule forme d'art qui soit la catharsis de la pulsion pléonectique, du jeu de l'appropriation, expropriation. Parce qu'on peut être supporter de foot, regardez, bon, il y a quelqu'un ici, Maël, avec qui on aura des discussions, on a déjà des discussions très soutenues sur cette question-là. Donc je ne parle pas du jeu en tant que spectateur, je parle du jeu en tant que joueur. Et le jeu en tant que joueur, c'est vraiment la catharsis du pléonectique. Je pense que... Bon, là je mets vraiment la charrue avant les bœufs, ça ne sera pas avant... Il faudra que je vous en mette plein de tartines sur la translation et la législation avant de commencer à parler de ce que j'entends par jeu. Voilà. Une dernière question peut-être ou on boit des coups? On boit des coups là. Allez. Ah. Dominique. Est-ce que la notion de néothénie joue un rôle dans votre réflexion? Néothénie, je crois qu'on en a déjà parlé et je crois que j'ai aussitôt oublié. Alors rappelez-moi néothénie, non? Bien le fait que dans les règnes vivants, on observe qu'il y a un certain nombre de programmations d'ordre instinctif qui font qu'à un stimuli, il y a une réponse. Et puis qu'on se retrouve avec nous humains, mais pas que nous, mais enfin nous humains, et lorsque nous naissons, eh bien, nous ne sommes pas du tout armés avec ce type de programmation instinctive, et donc désemparés, nous créons d'autres modes de réponse qui sont d'ordre culturel, langagière, etc. Et donc susceptibles... Là-dessus, je reste vraiment un rousseauisto, canto... C'est-à-dire, je ne crois pas du tout à cette explication contemporaine par les gènes, par les alternatives. Je pense qu'effectivement... Par les gènes ? Dans les surdéterminations, par exemple, génétiques. C'est vrai qu'en ce moment, je lis beaucoup de choses. Le néothétique, c'est pas ça? C'est plutôt le contraire. C'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, c'est le fait que nous, humains, nous naissons non programmés. Oui, mais on parle de la même chose. C'est-à-dire, oui, voilà. Oui, j'ai bien compris. Mais... Ah ouais. Non, c'est ça, j'essaie. En tout cas, pour moi, il y a... Ouais. J'entends pas. Non, mais j'étais en train de dire, j'étais d'accord, oui. C'est ce qui échappe à ça. Très bien. Même si je ne connais pas le mot, oui, ça tient une très grande place dans mon travail. Voilà. C'est pour dire que j'y ai pensé au moment où vous avez parlé de cette catastrophe qui commencerait avec Néandertal, enfin, sortant de Néandertal, parce que c'est à peu près là... Avec les Cro-Magnons, les Néandertal, c'était gentil. Oui, enfin bon, en tout cas que dans la chaîne de l'évolution, à un moment donné, on se retrouve... nous, les humains, il y a eu un saut quantique, l'homme de Cro-Magnon. Aujourd'hui, il a été prouvé qu'il se mélangeait pas, c'est-à-dire l'homme de Cro-Magnon est évidemment un descendant du Néandertal, comme lui-même était un descendant des chimpanzés, enfin un cousin des chimpanzés. Mais il y avait, de même que avec ces mots, il n'y avait pas d'interférence. Il y a jamais. Et alors l'hypothèse, c'est que les Cro-Magnons auraient exterminé les Néandertaliens, ce qui est plus que probable, puisque les Cro-Magnons se sont signalés justement. C'est la naissance de la technologie, c'est le fameux péché originel, par des astuces technologiques qui leur permettaient d'abattre des mammouths, de domestiquer des éléphants, etc.
ce que les pauvres néandertaliens ne savaient pas du tout faire. Donc ils y sont sans doute passés à cause de ça. Il a été prouvé qu'il n'y avait jamais ça aurait été déjà de la zoophilie qu'un néandertalien sorte avec un Cro-Magnon. C'est-à-dire il y a vraiment eu un saut quantique entre les deux. On ne peut pas exactement encore savoir, peut-être qu'un jour on saura. Il y a des rudiments de technologie chez le néandertalien, comme il y en a du reste, peut-être un peu plus évidemment chez le néandertalien. Mais avec le Cro-Magnon, c'est une explosion. On est toujours des Cro-Magnons. Et encore, à mon avis, les Cro-Magnons étaient beaucoup plus... Bon, je vous remercie. Merci Mehdi. Donc on se revoit pour la 6e séance, qui sera donc sur la transgression 2, le 2e dimanche de juin. J'ai pas la date. On essaiera de trouver autre chose qu'un cercueil. On essaiera de...